Oui, merci beaucoup. Je veux prendre le temps vraiment de vous lever mon chapeau pour toute la démarche que vous avez menée au fil des années. Nous y sommes finalement, donc je suis bien contente. Mon collègue de Rimouski l'a abordé, le fait justement que le projet de loi va permettre, lorsque les citoyens vont aller voter, d'avoir 2 bulletins de vote. Un pour le candidat dans la circonscription et l'autre pour les partis. Je crois qu'on s'entend que c'est un outil vraiment intéressant et qui répond aux attentes des citoyens. Cela dit, quand on lit le projet de loi, on voit cependant que le financement public qui va être accordé aux partis politiques va l'être en fonction du calcul combiné, autant du vote pour les députés, pour les candidats dans une circonscription, que le bulletin de vote global des partis politiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'à mon sens, ça vient diminuer justement l'effet où les gens vont pouvoir se dire « je vote pour le meilleur candidat dans ma circonscription et je vote ensuite pour le parti politique » parce que une personne pourrait se dire « puisque l'argent va être, disons, compté de façon globale, ça vaut peut-être pas tant la peine d'appuyer le candidat que je préfère dans ma circonscription. » Alors, croyez-vous que ça devrait être divisé? C'est pas comme ça que ça va se passer. Puis les règles que le directeur général des élections va avoir à installer vont faire en sorte qu'il va y avoir une équité dans l'utilisation des fonds électoraux pour les candidats. Parce que dans le fond, on va tous parler de candidats et candidates, soit dans des comtés locaux, soit sur les listes, mais ils vont tous être candidats et les partis vont avoir des moyens équitables les uns et les autres pour soutenir leurs candidats, leurs candidates. Ceci étant, ça soulève un autre problème par rapport à ce que votre collègue disait et ce que vous dites aussi, c'est que le problème actuel avec le projet de loi par rapport à la campagne référendaire, c'est qu'il y a eu un progrès. Au mois de décembre, quand on a déposé les modifications, la campagne référendaire va commencer avant. Mais le problème, c'est qu'elle va se prolonger pendant la campagne électorale. Et là, on va avoir un chevauchement, y compris des dépenses électorales puis des dépenses référendaires. Puis qui va gérer ça? Puis ça va être un paquet de troubles. Alors, nous, on se dit, pourquoi ne pas distinguer les deux opérations? Une opération référendaire et une opération électorale. Quand on va en élection, allez-y, parce que je... En fait, c'était pas le sens de ma question. En fait, c'était le financement public octroyé après les élections. Vous savez, en fonction des votes retenus, il me semble que ce serait plus juste, conformément à l'esprit du projet de loi, de financer les partis politiques seulement en fonction du bulletin de vote sur le parti, donc du deuxième bulletin de vote. Je pense que oui, mais ça, dans le fond, on pourrait très bien, et l'Assemblée nationale pourrait très bien demander un avis au directeur général des élections, qui est aussi le responsable du financement des partis politiques, pour faire en sorte que le résultat final soit fair play et le plus correct possible pour l'ensemble des partis et des candidates et candidats. Oui, merci, mesdames, messieurs, de nous rappeler l'importance d'une loi sur la parité à part entière. Parce que bien que, oui, la culture politique change, que les partis politiques démontrent de plus en plus de volonté d'avoir des femmes au sein de leur équipe de candidats, je crois qu'il faut s'assurer de la pérennité d'une telle volonté politique pour que ça soit plus qu'une mode, mais que vraiment ça s'instaure dans notre système politique. Donc, je suis totalement d'accord avec vous. Ceci étant dit, si on peut utiliser la réforme du mode de scrutin pour favoriser qu'il y ait davantage de femmes qui soient tentées justement de se lancer en politique, ce sera évidemment une bonne nouvelle. Et si on pouvait la combiner avec une loi sur la parité, ce serait encore mieux. Ceci étant dit, dans le projet de loi qu'on a entre les mains, le projet de loi 39, le gouvernement a choisi dans cette première mouture, du moins, d'exclure la possibilité d'une double candidature, c'est-à-dire d'être autant dans une circonscription que sur une liste. Puis je me demandais, de par votre expertise, est-ce que vous croyez ou pas qu'une telle disposition pourrait avoir une influence sur, disons, sur les femmes qui souhaitent se présenter en politique? Est-ce qu'elles seraient plus tentées peut-être de se présenter si elles avaient la possibilité de pouvoir être sur une liste et de se présenter dans une circonscription, ce qui garantirait peut-être une plus grande possibilité d'être élu? Écoutez, on n'a pas regardé... en fait, quand on a regardé l'ensemble des modifications apportées par une éventuelle réforme du mode de scrutin, on s'est questionné effectivement pour chacun de ces caractéristiques en regard de l'impact sur les femmes. Et en fait, on n'a pas vu qu'il y en avait tant que ça d'impact sur les femmes, ni pour la double candidature, ni pour le seuil. Et donc, il y a un certain nombre comme ça de caractéristiques qui
qui échappe un peu à cette notion-là. Puis je pense que le directeur général des élections en 2007 avait fait un rapport justement pour regarder l'impact de différentes possibilités de seuil ou de caractéristiques, et il n'avait pas trouvé beaucoup d'impact sur les femmes. Oui, Alban. Très rapidement, M. Damour. Par ailleurs, il faut tenir compte du fait que nos propositions, tant pour le 45-55 que cette question que vous abordez, nous sommes plutôt favorables à toute mesure qui maximise la probabilité de faire élire des femmes. Alors, si dans la réflexion du législateur, vous croyez que cette mesure peut favoriser, maximiser cette probabilité de faire élire des femmes, forcément, nous allons être d'accord avec cette idée. Oui, merci. Merci de relever l'importance, justement, d'adopter des modifications législatives pour assurer la parité à l'Assemblée nationale. Je me rappelle très bien de votre présentation en 2017 lors de la commission parlementaire sur la question. Et je me rappelle aussi très bien qu'à ce moment-là, le gouvernement libéral de l'époque s'opposait aux mesures pour la parité, malheureusement. Ceci étant dit, je crois qu'un des éléments fondamentaux du projet de loi, ce que ça va apporter sur notre système politique à long terme, c'est que ça va introduire davantage de collaboration entre les différents parlementaires. Ça va changer profondément la culture politique. Et ça, je crois que ça va avoir une influence directe sur la capacité des femmes, justement, à se projeter dans le système politique. Parce que, corrigez-moi si je me trompe, mais les facteurs qui sont souvent évoqués par des femmes qui hésitent à faire le saut sont souvent, disons, cette partisanerie très élevée qu'on peut retrouver présentement à l'Assemblée nationale, ou, bon, cette espèce de compétition, parfois même d'agressivité de ton dans les débats. Donc, croyez-vous justement sur le principe, avec la réforme du mode de scrutin, est-ce que ça va inciter davantage de femmes à se reconnaître dans le système politique? C'est difficile de dire que c'est la réforme du mode de scrutin qui permettrait à davantage de femmes de s'identifier. Je pense que c'est le nombre de femmes qui seraient élues et qui seraient candidates, la diversité des candidatures aussi, qui ferait en sorte de transformer les choses. C'est sûr que si, advenant une réforme du mode de scrutin, on se dote de moyens concrets pour assurer cette parité, c'est sûr que l'adéquation entre le fait que les femmes se sentent davantage impliquées, représentées, et le résultat serait en parfaite cohérence. Oui, merci. Je suis contente qu'on aborde la question du cynisme en politique puis de l'importance de travailler à augmenter le taux de participation dans toutes les tranches de la population, mais particulièrement chez les jeunes où c'est plus névralgique. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent influencer le cynisme. La représentativité en est certainement un. Mais ce qui est intéressant avec la réforme du mode de scrutin dans les principes, c'est aussi qu'on peut s'attendre à ce que ça induise davantage de collaboration entre les différentes formations politiques, entre les parlementaires, parce que oui, effectivement, ça va faire en sorte qu'il y ait moins de gouvernements majoritaires. Donc, il va devoir y avoir davantage d'entente sur les différents projets de loi et politiques adoptés. Puis ça incite également, je pense, à une plus grande valorisation du rôle de député, parce qu'avec la réforme qui est proposée, on va avoir 2 bulletins de vote. Lorsque va venir le temps des élections, on va pouvoir voter autant pour le candidat dans la circonscription que donc pour un parti politique. Est-ce que ce sont des éléments que vous trouvez intéressants, justement, qu'on mette de l'avant pour justement contribuer à diminuer le cynisme? Bien, c'est justement le but d'une campagne d'information neutre qui, malgré la présence d'un candidat oui et d'un candidat non, pour que les gens puissent référer à un objet ou une information qui est neutre, qui va être... qu'il n'y aura pas de biais et qui ne va pas partir dans tous les sens. C'est important pour nous, ça va faire la promotion de la politique puis de notre processus démocratique. Puis évidemment, si ça peut avoir comme effet que, ben, dans le fond, évidemment, les dossiers qui sont mis de l'avant sont plus consensuels à travers la population, donc entre les partis politiques, là, c'est sûr que c'est un plus. Merci beaucoup pour votre présentation. J'aimerais insister sur quelques éléments, puisque vous êtes en contact direct avec beaucoup de jeunes sur le terrain. Diriez-vous justement que la représentativité de notre système politique a une influence significative sur l'intérêt des jeunes Québécois envers la politique? Oui, tout à fait. Le fait
de voir des gens qui les représentent à l'Assemblée nationale dans des instances démocratiques va inciter les jeunes à aller vers ces instances-là, à vouloir participer, à vouloir eux-mêmes être présents dans ces instances-là. Donc oui, on voit vraiment un effet, cause à effet, lorsqu'on a des instances qui représentent réellement les jeunes et aussi dans le cas des femmes. Intéressant, parce que justement, dans le cadre des dernières élections québécoises en 2018, il y a eu un sondage de la firme Léger qui disait que 82 % des jeunes entre 18 et 34 ans souhaitaient avoir davantage de jeunes en politique. Donc, en ce sens-là, je pense que vous nous soumettez de bonnes recommandations. Puis sur le principe général également du projet de loi, une réforme du mode de scrutin qui permettrait à chaque vote d'avoir une influence plus significative. Est-ce que ça aussi, vous voyez que ça a vraiment un effet sur la volonté des jeunes à participer au système politique, à aller voter aux élections? Assurément, lorsque nous savons, non seulement nous croyons, mais nous savons que nous sommes écoutés, entendus, cela nous influence à s'investir encore davantage dans l'appareil politique et dans la société québécoise. Alors oui. Génial, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présentation. La ministre y a fait référence tout à l'heure. Il y a un argument qui circule beaucoup, du moins, je crois, un mythe, mais j'aimerais vous entendre sur la question dans la société civile, dans les médias de façon générale. On entend que la réforme du mode de scrutin va causer nécessairement une grande instabilité politique. Je sais que vous l'abordez dans votre mémoire, mais je veux que vous puissiez nous le partager de vive voix à la Commission. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui amènent ce type d'argument? Bien, en fait, dans le projet de loi, il n'y a rien qui vient encadrer les motions de censure. Ça nous a surpris un petit peu parce qu'effectivement, beaucoup de gens qui s'opposent à une modification du mode de scrutin au Québec disent ben, on va avoir des gouvernements minoritaires, puis ils vont tomber à tout bout de champ, puis on va avoir une instabilité politique constante au Québec, puis ce ne sera pas gouvernable, etc., etc., etc. Mais il n'y a rien de prévu dans le projet de loi pour encadrer ça. Il y a d'autres pays, comme l'Allemagne notamment, où c'est encadré les motions de censure, où avant de présenter un vote de non-confiance envers le gouvernement, bien, il faut que les partis fassent la démonstration que si le gouvernement est renversé, ils sont en mesure de gouverner. Et nous, on pense qu'il devrait avoir des éléments. C'est un gros manquement actuellement au projet de loi. Et c'est pour ça qu'on l'a mis dans le mémoire. Puis je vous remercie. Je l'avais noté d'ailleurs dans mes notes. J'avais noté d'essayer de glisser à quelque part. Au final, que ça va rassurer la population qui peut... Vous croyez que ça peut rassurer la population qui s'inquiéterait justement de l'instabilité? Oui. Mais au final, dans d'autres, vous faites référence par exemple à la Nouvelle-Zélande, où il n'y a pas nécessairement ce genre d'encadrement-là, mais où on voit quand même une grande stabilité politique parce qu'avec un changement de culture, les partis viennent à des ententes, puis tout le monde arrive à collaborer ensemble au final. C'est un des principaux arguments que j'entends, moi, concernant ceux qui sont opposés à la réforme de scrutin. Ils disent, bien, on va avoir des gouvernements qui vont tomber à tout bout de champ, puis on va être constamment en élection, puis ça n'a pas de bon sens, puis ça coûte cher, etc., etc. Là. Mais, moi, je pense que c'est un manque dans le projet de loi. Il faut ajouter des éléments pour encadrer les motions de censure. Oui, c'est important. Beaucoup. Merci pour votre présentation. Je trouve intéressant sur les principes de la réforme du mode de scrutin que vous ayez abordé la question du pluralisme politique dans les régions. Le fait qu'il n'y ait pas seulement un parti unique vers lequel on peut se tourner, bien que les députés représentent l'ensemble de nos citoyens. Je pense que ça amène une perspective intéressante aussi pour la collaboration entre les différents partis politiques, puis que c'est quelque chose de très sain pour la démocratie. Maintenant, dans votre mémoire, vous abordez le fameux argument de l'instabilité politique que pourrait amener une réforme du mode de scrutin. Vous suggérez d'encadrer ça justement avec des dispositions dans le projet de loi parce que c'est manquant actuellement. Donc, qu'est-ce que vous suggérez exactement?
Bien, comme ça a été déjà mentionné, ça serait vraiment intéressant pour s'assurer d'une stabilité qu'on encadre les motions de censure. Donc, qu'on puisse dire, bon, mais si le gouvernement ne rencontre plus la majorité de la confiance des députés de l'Assemblée nationale, bien, il faudrait qu'il y ait une coalition qui mentionne leurs désaccords et qui mette en place, qui propose une coalition opposée au gouvernement. Comme ça, bien, ça éviterait, comme on est habitué dans la culture québécoise, que dès qu'on a un gouvernement minoritaire, on sait qu'on s'en va en élection très rapidement. C'est pas du tout ça l'esprit là, d'un changement de mode de scrutin. Et au contraire, on pense que ça peut amener un changement de culture, de stabilité. Disons, sur des grands enjeux, disons, en environnement, bien, pourquoi pas créer des coalitions à l'Assemblée nationale sur des grandes thématiques. Je crois que ça serait pour le mieux pour le Québec. Tout à fait d'accord avec vous. Puis je pense que l'introduction d'une telle disposition permettrait de rallier un plus grand nombre de gens dans la population. Donc, ce serait au bénéfice de tout le monde qui croit à la réforme du mode de scrutin. Tout à fait. Merci beaucoup, mesdames. Votre présentation et votre mémoire sont très complets, mais aussi très clairs. Je vais revenir sur la question de la double candidature parce que présentement, ce n'est pas dans le projet de loi, comme vous l'avez bien mentionné. Je considère que ça peut peut-être être intéressant justement de l'étudier, voir si on peut l'ajouter. Toutefois, vous avez spécifié que vous étiez en faveur de la double candidature, notamment parce que ça va inciter davantage de femmes à se présenter, notamment en limitant les barrières systémiques. Et vous avez également évoqué la question de la hiérarchisation des candidats. Mais dans ce cas-là, est-ce que vous croyez que ça devrait être une disposition obligatoire? Parce que dès lors qu'on le permet, mais que ce n'est pas obligatoire, il demeure une certaine possibilité de hiérarchiser les candidats. Est-ce que vous avez une position à cet effet? Bien, je m'avancerais pour dire que non, on n'a pas de position. On croit que la double candidature doit être permise. Mais si ce n'est pas obligatoire, vous ne pensez pas que ça peut entraîner les mêmes effets que vous craignez? Ça pourrait. Donc, il y a là des réflexions, je pense qu'on pourrait, que le DGEQ pourrait mener. Je pense que, mais est-ce que si elle était obligatoire, je pense qu'on ne serait pas opposé à cette option. OK. Merci beaucoup. Oui, merci. Dans votre présentation, vous avez soumis en fait que le projet de loi ne permet pas d'atteindre une pleine compensation, notamment en référence, je crois, à la prime aux vainqueurs qui est instaurée dans le projet de loi. Le gouvernement soutient qu'il a ajouté cette disposition dans le projet de loi pour assurer, ou du moins pour répondre à l'argument d'une plus grande instabilité à la suite d'une réforme du mode de scrutin. Toutefois, il y a plusieurs groupes qui sont venus nous voir et qui nous ont soumis que ce serait intéressant, au lieu d'avoir cette espèce de prime aux vainqueurs qui favorise plus de gouvernements majoritaires, d'avoir un encadrement plus serré, en fait, des motions de censure, donc qui permet de répondre directement à l'argument de l'instabilité, tout en conservant les côtés positifs de la réforme du mode de scrutin avec plus de gouvernements minoritaires, plus de collaboration entre les partis politiques. Donc, est-ce que vous pensez que c'est une alternative à la prime aux vainqueurs, le fait de pouvoir encadrer les motions de censure? Oui, tout à fait. Merci. Oui, merci beaucoup. Puis vous faites bien de faire référence à la superficie du territoire du Québec. En fait, le Québec est 1,5 fois plus grand que l'Ontario et l'Ontario compte 124 députés. Donc, c'est-à-dire qu'il représente un territoire plus petit que ceux du Québec. Ceci étant dit, vous avez fait référence à la prime aux vainqueurs. Vous savez que le gouvernement évoque cet argument d'instabilité provoquée par la réforme du mode de scrutin pour dire, bon, ce serait bon d'avoir cette prime aux vainqueurs pour assurer une plus grande stabilité puis répondre à ceux qui prétendent le contraire. Croyez-vous que d'instaurer plutôt un encadrement des motions de censure à l'Assemblée nationale pourrait permettre d'arriver au même objectif tout en ne compromettant pas la pleine compensation induite par le mode de scrutin? On est tout à fait d'accord avec l'instauration d'encadrement des motions de censure. D'ailleurs, c'est un des principes de l'entente transpartisane et on est assez étonné de voir que ce n'est pas dans le projet de loi. Donc, c'est la meilleure solution. Ça existe déjà dans des pays qui ont des systèmes comparables. Donc, oui, c'est ça qui devrait être fait pour régler la situation plutôt que la question de la prime aux vainqueurs. Merci pour votre présentation. Corrigez-moi si je me trompe, mais généralement, lorsqu'il y a des enjeux qui sont débattus
dans la société québécoise, par certains groupes, par exemple, ou certaines municipalités, c'est assez commun que le groupe en question va rencontrer autant des représentants du gouvernement que de l'opposition. Puis, je vous donne l'exemple pour faire référence directement au changement du mode de scrutin. Moi, je représente une circonscription urbaine dans l'agglomération de Longueuil. On est 6 députés à couvrir ce territoire-là et on représente 3 allégeances différentes. Et en fait, ça donne, je trouve, beaucoup d'outils aux représentants municipaux parce qu'ils peuvent aller nous contacter, chacun d'entre nous, et ainsi avoir plus de poids politique. Je crois que ce pluralisme, en fait, fait en sorte que les dossiers avancent plus facilement parce qu'ils peuvent être, disons, défendus de part et d'autre. Et j'ai l'impression que ça assure une meilleure représentativité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bien, probablement que dans votre cas, vous avez raison. Dans un milieu urbain densifié où ce que tout le monde est là, peut-être que ça marche. Mais si nos 2 députés, j'ai 3 heures d'un côté et 3 heures de l'autre pour aller le rencontrer, je me dis, je peux probablement pas les rencontrer la même journée. Puis c'est ça qu'on vit sur le territoire. C'est là toute la différence. Puisque si les bureaux sont un à côté de l'autre, puis qu'on peut les rencontrer du moins ensemble, qu'on pourrait débattre de nos points pour qu'après ça apporte, il y a peut-être quelque chose d'intéressant, mais de là où on va avoir un lien avec un des députés, et j'ai de la misère à penser que localement, on aura 2 députés qui maintenant apportent. Minimalement, il faut expliquer nos dossiers maintenant à 2 personnes. Ça serait la base. Mais je reviens au concept gouvernement-opposition. Ouais. Parfois, si vous voulez faire avancer un dossier, vous allez, par exemple, devoir vous déplacer à Québec, rencontrer un ministre ou rencontrer l'opposition. Avec la réforme du mode de scrutin, ça assure qu'il y a autant des gens du gouvernement que de l'opposition sur un même territoire, puis ça peut éviter justement peut-être des déplacements ou des contacts avec le gouvernement du Québec. Si j'ai bien compris ce qui nous est présenté aujourd'hui, ça ne nous garantit pas qu'on a quelqu'un qui est au pouvoir et quelqu'un dans l'opposition, et pas le 3 ou le 4e opposition qui est sur mon territoire à représenter. Or, donc, j'ai quand même à rencontrer ces personnes-là. Je ne viens pas de diminuer mon rôle de représentation. Là. Mais avec la compensation, ce serait très étonnant qu'une région soit représentée par 100 % du même parti. En fait, je trouve l'avantage. Il y a beaucoup plus de chances qu'il y ait beaucoup plus de partis, par exemple, à qui on aura à faire ces représentations-là. Merci beaucoup. Vous avez dit que la réforme proposée n'était en fait que partielle par rapport au système, au régime politique dans lequel évolue le Québec, que même si on avait un gouvernement majoritaire fort à l'Assemblée nationale, que les intérêts du Québec allaient nécessairement être d'une façon ou d'une autre inféodés au choix du gouvernement fédéral. Donc, en ce sens-là, au bénéfice de tous les membres de la Commission, pouvez-vous nous expliquer pourquoi ce serait bénéfique que le Québec puisse disposer de l'ensemble de ses pouvoirs? Bien sûr. Le mot démocratie, ça vient du grec, démos kratos, le pouvoir au peuple. Hein. Donc, je mentionnais en début d'exposé qu'il ne faut pas perdre de vue le caractère terriblement partiel du point de vue du peuple québécois de cette réforme. Peuple québécois qui, en vertu de la loi 99, qui est en ce moment contestée devant les tribunaux par le Canada lui-même, peuple québécois, évidemment, qui est titulaire des droits démocratiques des peuples. Alors, évidemment, à titre d'indépendantisme, même si ce n'est pas l'objet ici du débat, il va sans dire que, comme le disait en présence de l'ancien premier ministre Philippe Couillard, le représentant, enfin le chef islandais, l'indépendance ne peut jamais être négative en soi. Et évidemment que c'est un aboutissement démocratique auquel on aurait intérêt dans le contexte actuel, vu la crise environnementale, vu les prérogatives que s'arroge le fédéral. Ce serait une perspective que tout un chacun ici, on aurait intérêt à entrevoir davantage, et peut-être qu'en adoptant des mesures de parlementarisme positif, du moins, la question nationale, la question constitutionnelle reviendra davantage à l'ordre du jour, ce dont le peuple québécois ne pourra que bénéficier. Oui, merci beaucoup pour la présentation. Je pense que c'est bien que vous évoquiez l'espèce de tabou qu'il y a autour du 125 députés absolument, parce que tout à l'heure, le collègue de La Fontaine faisait référence à l'Ontario, par exemple. Quand on regarde la superficie du Québec, en fait, l'Ontario a 124 députés, puis l'équivalent pour le Québec en termes de superficie, ce serait 186. Donc, on s'entend que si on parle d'ajouter quelques députés, on est encore loin de ça. Ceci étant, le gouvernement a l'air quand même de tenir mordicus à son nombre de 125.
Puis, ça m'amène à dire que dans les différentes régions, avec la réforme du mode de scrutin, en fait, ça va devenir presque automatique qu'il va y avoir autant des représentants du gouvernement que de l'opposition à l'intérieur d'une même région. Donc, ça serait maintenant très difficile, en fait, d'avoir des gens du même parti. Donc, ne trouvez-vous pas, en fait, que ça donne des outils supplémentaires aux citoyens qu'on veut faire valoir, justement, des dossiers, de pouvoir avoir différents leviers qui font, au final, avancer plus rapidement les enjeux et donc assurer une meilleure représentativité, puisque de toute façon, si on avait un dossier, par exemple, et qu'on a des députés seulement de l'opposition, seulement au gouvernement, puis que ça avance pas, il faudrait de toute manière avoir recours à des représentants de l'opposition qui se trouvent dans d'autres régions et donc se déplacer. Bien, cette relation-là, comme vous dites, là, oui, la représentation, s'il y a plus de positions politiques qui représentent le choix des électeurs de cette circonscription-là, de représenter via un député qui les représente sur le territoire et à l'Assemblée nationale. Ça, on adhère à ça, puis on trouve que c'est bien. Mais cette relation-là d'un député de liste, disons, qui a un territoire beaucoup plus grand, un ancrage territorial ou de circonscription beaucoup plus faible, puisqu'il est nommé de liste. Nous, on ne sait pas comment les citoyens vont l'aborder. Est-ce qu'ils vont aller le voir quand ils n'auront pas eu l'aval du député de circonscription? Est-ce qu'ils vont vouloir le mettre en opposition à des positions qui ont été prises parce que il va y avoir une joute? On le sait, soyons honnêtes, là. Il va nécessairement y avoir une joute politique qui va se poursuivre dans le comté. Soyons honnêtes, là. C'est la vie, là. C'est la nature humaine également, là. J'ai bien aimé que vous mentionniez que la compensation était en fait injuste entre les régions. Vous êtes le premier à le mentionner. En fait, il y a comme un seuil moyen qui est implicite, qui s'installe d'environ 15 % en fait, sauf pour les régions plus populeuses comme la Montérégie, Montréal, qui auraient le droit à 8 sièges de compensation. En fait, je crois que c'est les deux seules régions qui pourraient espérer avoir un député d'un plus petit parti grâce aux listes régionales. Donc, ces régions-là vont pouvoir, les autres régions ne pourront pas. Cela dit, vous proposez de fractionner les régions, ce qui rendrait à toute fin pratique impossible le fait qu'un plus petit parti puisse avoir accès à un siège régional. Puis en ce sens-là, est-ce que ça ne vient pas brimer d'une certaine façon le pluralisme des idées qu'on tente d'instaurer avec la réforme du mode de scrutin? Parce que oui, c'est sûr qu'il y a un lien entre le député, les citoyens et sa circonscription, mais il y a aussi le fait que les citoyens apprécient, même s'ils ne vivent pas dans la même circonscription qu'un député X ou Y, de pouvoir avoir quelqu'un à l'Assemblée nationale qui reflète leurs idées, leurs idéaux. Donc, en ce sens-là, ça pourrait venir nuire à ce qui est, à mon sens, un avantage de la réforme du mode de scrutin. Vous avez raison qu'il y a une tension dans mes propositions. Peut-être pas une contradiction, mais une tension. Parce que c'est vrai que je propose, finalement, ça réduirait le degré de proportionnalité. Moi, je préférais qu'il y ait moins de régions. J'ai l'impression que ce n'est pas possible de diminuer le nombre de régions et je suis même presque convaincu, en fait. Et donc, de façon pragmatique, c'est mon deuxième choix de faire en sorte que la situation soit la même dans les différentes régions et que la région de Montréal ne soit pas désavantagée par rapport aux autres, c'est-à-dire que les partis qui sont plus forts à Montréal ne soient pas désavantagés par rapport aux autres. Très bien, merci. Évidemment, je suis favorable à la réforme du mode de scrutin, notamment parce que ça augmente la proportionnalité du vote, mais également pour les conséquences dont parlait la ministre, notamment d'induire plus de pluralité d'idées dans nos institutions démocratiques. Donc, moi aussi, je salue vraiment votre rapport. Ceci dit, il y a des gens qui s'opposent avec véhémence à la réforme du mode de scrutin en disant que ça va créer une grande instabilité dans nos systèmes politiques. Mais il y a des moyens qui nous permettent de peut-être atténuer certaines craintes de voir le gouvernement tomber
avec des mandats très courts, notamment justement l'encadrement des motions de censure. Vous y avez fait référence dans votre présentation. Est-ce que vous trouviez ça intéressant plutôt que d'avoir des primes aux vainqueurs qui donnent moins de chance aux petits partis comme les vôtres de faire leur place à l'Assemblée nationale, d'avoir des mécanismes d'encadrement des motions de censure? Pour reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, clairement, le calcul qui est instauré dans ce projet de loi-là, qui est vraiment une prime aux vainqueurs, c'est quand même spécial qu'on donne davantage de sièges à celui qui a déjà des sièges. Donc, au lieu d'atténuer la distorsion, on la maintient. Les motions de censure sont beaucoup plus simples et en même temps iraient plus dans... Je rappelle la signature que les partis ont signée, excepté le Parti libéral, où le but était de favoriser la stabilité du gouvernement par des mesures encadrant les motions de censure. C'est clairement dit. Refléter le plus possible le vote populaire de l'ensemble des Québécoises et des Québécois, donc de proportionnalité. Assurer un lien significatif entre les électeurs, électrices et les élus, bien, ça, je veux dire, c'est déjà le cas et je ne vois pas en quoi ça serait moins avec la proportionnalité. Le poids politique des régions demeure avec le projet de loi, avec une vraie proportionnalité également. Maintenant, je pense qu'il y a eu ils ont fait des propositions dans le projet de loi qui est pour une meilleure représentation des femmes, des jeunes, des communautés ethnoculturelles, sans restriction. Comme on a dit, on n'est pas contre, mais il faut penser aussi que c'est beaucoup plus compliqué quand on est un petit parti d'obtenir tous ces seuils-là pour avoir le droit de se présenter. Ce n'est pas qu'on est contre, c'est juste plus compliqué ayant moins de moyens. Mais je ne vois pas en quoi, et statistiquement, c'est pas le cas à travers le monde où il y a une proportionnelle mixte, qu'il y a une instabilité plus grandissante, puisque des motions de censure sont introduites avant et permettent de protéger les gouvernements, ou du moins de maintenir, au lieu de tomber en élection, à amener une nouvelle coalition au pouvoir. Mais ça force, et je le répète, ça force les députés à revoir la prémisse du travail parlementaire en étant plus collaboratifs au lieu d'être des adversaires politiques. Oui, merci beaucoup. Merci pour votre présentation. Pas de langue de bois, je pense qu'on aime ça. Si je peux renchérir sur les questions de la collègue de Bourassa-Sauvé qui évoquait justement tous ceux qui ont l'argument de l'instabilité que la réforme du mode de scrutin pourrait induire à l'Assemblée nationale. Je pense que vous y avez bien répondu. Moi non plus, ça ne m'inquiète pas parce que j'ai effectivement pas l'impression qu'avec le système de financement public que nous avons, ni l'épée de Damoclès ou la perception publique que peut peser sur les épaules des partis politiques qui déclenchent des élections alors que le mandat était très court. Je pense que ce sont des freins très importants pour disons, qui assurent en contrepartie une meilleure stabilité. Ceci dit, il y a cette perception-là quand même là, dans la population. On le voit, on l'entend notamment dans les médias. Donc, en ce sens-là, c'est peut-être pas obligatoire, c'est peut-être pas... mais ce serait intéressant quand même d'avoir justement l'encadrement des motions de censure pour du moins rassurer la population. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, c'est ça. C'est pas une mesure à laquelle on s'oppose, mais c'est comme j'avais dit à propos justement de la parité... Non, pas à propos de la parité, mais plutôt, comme j'avais dit pour un... Ah oui, c'est ça, c'est... l'entrée des chefs à l'Assemblée nationale, des chefs de tiers partis, tout ça, c'est que c'est pas quelque chose qu'on considérait comme étant aussi d'importance aussi capitale là, que les 3 points qu'on a soulevés aujourd'hui. Mais effectivement, encadrer les motions de censure, comme ça se fait en Allemagne et peut-être ailleurs, c'est pas une chose à laquelle on s'opposerait, mais c'est pas non plus une condition sine qua non pour qu'on appuie le projet de loi 39. Je comprends, c'est peut-être pas capital pour changer le projet de loi qu'on a devant les yeux, mais c'est peut-être capital pour que ce soit accepté par la majorité de la population. Puis je pense que vous êtes favorable à la réforme du mode de scrutin, peu importe peut-être les changements qui sont adoptés dans le projet de loi, mais je pense que ça, c'est important à être considéré. Les craintes d'instabilité je crois qu'elles sont tout simplement injustifiées. Là. La formule Dundt va quand même favoriser les grands partis. On ne se retrouvera pas avec 20 partis à l'Assemblée nationale du Québec. On va peut-être en avoir, à la limite, 3 plus, le mien, celui de M. Fortin, celui de M. Tyrell, mais pas, on ne se retrouvera pas avec 10 partis de plus à l'Assemblée nationale, puis je ne pense pas qu'on va avoir besoin de coalition de 3, 4, 5 partis pour gouverner. Et puis, encore une fois, au risque de me répéter, je veux dire, les partis ne nagent pas dans l'argent, alors
s'il déclenche des élections, faut qu'il y ait une caisse électorale, faut qu'il soit prêt à les financer, ces élections-là. Alors, c'est ça. Et il y a aussi la foudre des électeurs. On l'a vu ici même dans le système actuel, on l'a vu au fédéral, on l'a vu au provincial, des partis à être pénalisés, à être punis par les électeurs pour avoir déclenché trop tôt des élections.